Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maud Savaria au micro. Et aujourd'hui, j'accueille un nouveau chroniqueur. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est Sean McCutcheon qui vient nous parler d'homosexualité et d'hétérosexualité aujourd'hui. Bonjour, Sean. Allô. Et Sean, tu es étudiant au doctorat à l'Université McGill sous la direction de Jared Rudy. Je le prononce bien? Oui. OK. Et tu es membre du groupe d'histoire de Montréal aussi et tu t'intéresses à la construction de la masculinité et de la sexualité dans les écoles du Bas-Canada ou du Québec après la conquête. Et je suis très heureuse de t'avoir à l'émission aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre ça. Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment heureux, moi aussi. On a aussi avec nous Marie-Lou Tanguay qui vient nous parler de poils. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Et en premier, pour commencer l'émission, ça va être Isabelle Dufour qui vient nous parler de médecine de guerre en Grèce antique. Bonjour Isabelle, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Ça fait toujours plaisir d'être ici avec vous le vendredi. En studio avec nous, il y a aussi David Beauchamp à la maîtrise à l'UDM et futur chroniqueur. Bonjour David. Bonjour. Et à la régie, nous avons la merveilleuse Valérie Beaulieu-Paquette, qui est aussi accompagnée de Oriane Daven, qui n'a pas de micro. Donc Valérie, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Ouais, préparez-vous. Ouf! Je vais commencer mon anecdote historique avec une statistique choc. Alors, tenez-vous bien. 470 000 chats et chiens ont été délibérément tués ou euthanasiés en 4 jours à Londres en septembre 1939, après l'annonce du commencement de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas de bon sens. Ah. La population, est sur le qui-vive, je vous mets en contexte. On s'attend à ce que les bombardements commencent sur le champ. Donc, après l'annonce, les gens s'activent frénétiquement. Par exemple, on retourne les livres qu'on a empruntés à la bibliothèque. On évacue sa famille. Les personnes âgées sont envoyées à la campagne ou même dans d'autres pays. D'autres barricadent leurs maisons et cherchent à se débarrasser de leurs animaux de compagnie, soit pour les protéger ou en prévision du rationnement alimentaire. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, sur ce qu'on appelle la participation du home front, le front intérieur, qui, pour l'histoire, qui se traduit par la participation d'une société à l'effort de guerre bien en retrait des lignes de front au niveau économique et industriel. Mais ce massacre des animaux, on l'a comme un peu oublié, puis ça a seulement été étudié par l'historienne Hilda Keane dans son livre, avec mon plus bel anglais, The Great Cat and Dog Massacre, The Real Story of World War II's Unknown Tragedy, paru en 2017. Donc le plus fou dans tout ça, c'est que la tuerie massive des animaux de compagnie dès les premiers moments de la guerre n'était pas incitée ni même supportée par le gouvernement ou quelconque autorité. Chacune de ces morts est une décision individuelle des propriétaires d'animaux qui devaient quitter leur maison ou voyaient comme un luxe égoïste le fait d'avoir un animal en temps de guerre ou encore craignaient que l'animal ne pourrait survivre au traumatisme de l'expérience des bombardements. Donc bref, d'ailleurs, même si le Ministry of Agriculture and Food avait estimé que les chiens consommaient environ 280 000 tonnes de nourriture et les chats environ 18 millions de gallons de lait chaque année, le gouvernement n'a pas voulu bannir la production de nourriture pour animaux, craignant que les gens utilisent la nourriture destinée aux humains pour faire vivre leurs mignons compagnons. Et en plus, ce même gouvernement considérait qu'ils étaient très importants pour le moral de la nation. Ah, quand même. Donc, bref, l'auteur Hilda Keane démontre quand même dans les derniers chapitres de son ouvrage qu'il y a une forte relation d'entraide qui s'est développée entre les animaux qui ont survécu à cette première vague de frénésie. Et puis, c'est ça, entre leur mère et leur maître. Hey, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Ben là, ça va bien. Donc, voilà, c'est tout, c'est mon anecdote. Ben, c'est super intéressant, mon Dieu. Pauvres petits animaux qui ont subi la panique de la guerre. Mais, ouais. C'est ça. Voilà, on va poursuivre tout de suite avec Isabelle qui nous parle de médecine de guerre et des blessés de guerre aussi. Exactement. Donc, on poursuit sur la vague lancée par Valérie sur l'histoire militaire, mais sur un volet différent aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre un sujet un peu étudié et méconnu de la grande trame de l'histoire grecque, donc l'histoire de la médecine de la guerre, rejoignant à la fois les aspects politiques, militaires et de santé publique. Ce champ particulier est foisonnant et très intéressant puisqu'il offre d'autres éléments de compréhension durant les périodes de guerre, qui étaient, il faut le dire, omniprésents dans le monde grec. Toutefois, les auteurs anciens ne semblent pas avoir eu la volonté de représenter les blessés de guerre, car un silence sur ceux-ci règne dans les sources littéraires. Donc, c'est très difficile de comprendre. Des fois, on va y aller par la bande, vous allez voir avec les exemples aujourd'hui.
De ce fait, quelles étaient les blessures les plus courantes? Et dans quelles conditions vivaient ces vétérans, puisque on s'entend qu'il devait y avoir quand même beaucoup de gens handicapés ou infirmes qui revenaient dans les cités. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, il est quand même important de spécifier que les Grecs avaient une sorte de contrat moral face au combat. Ils s'engageaient à combattre l'adversaire en phalange solidaire, donc je vais y revenir un peu sur la phalange, au risque de perdre leur vie en service pour leur patrie, leur terre et le régime politique de leur cité. Évidemment, pour acquérir une certaine efficacité, les cités grecques avaient mis en place un système d'éducation qui formait l'enfant, l'adolescent, donc à travers différentes phases, dont l'éphébie, et à la fin, on devenait un soldat, un hoplite. Donc tout d'abord, l'enseignement militaire commençait quand même très tôt, avec l'enseignement des récits homériques. Donc, filles ou garçons, en fait, avaient des questions, des examens sur, dans le fond, leur habileté à pouvoir raconter les histoires d'Homère. Mais aussi, dans le fond, ces histoires-là servaient surtout à léguer aux enfants une tradition héroïque qui s'articulait autour du courage et d'une perspicacité multiforme que formaient les héros Diomède et Ulysse. Donc, au contraire, souvent, on pense souvent à Achille et Hector, mais en fait, les vrais héros des récits vont être Diomède et Ulysse. Donc, les valeurs préconisées étaient la sophrosune, je vais sortir mon grec ancien aujourd'hui, la maîtrise de soi, donc l'ordre et l'esprit du corps. Tout adolescent homme, on s'entend, masculin, l'âge variait d'une cité à l'autre, donc on va dire entre 16 et 18 ans, devait passer par une formation qui durait généralement 2 ans, où il y avait une formation au combat, une manipulation des armes de siège qui leur était inculquée. Ensuite, l'éphèbe devenait un hoplite, un soldat. Donc, la phalange hoplitique a pris forme dès les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'était une formation militaire qui s'organisait en rang serré, formée par les hoplites. Ces soldats possédaient un bouclier efficace, des jambières en bronze, un casque en bronze, une cuirasse en bronze et une lance. L'un des éléments les plus importants de leur équipement est l'oplon, le bouclier qui nous arrivait à peu près mis à la cheville et qui pouvait arriver à peu près jusqu'au front, duquel aussi est tiré le terme de soldat hoplite, l'oplon, du bouclier. Le bouclier est très important parce qu'il offre plusieurs avantages, dont celui du fait qu'il est tellement gros que lorsque notre coéquipier à la droite donnait un coup de lance, ben en fait, son coéquipier d'à côté pouvait le protéger à la fois. Donc, c'était super efficace pour lorsqu'on faisait les affrontements. Puis, dans le fond, évidemment, là, je vous parle de l'armure parce que chaque soldat devait lui-même payer pour son armure, et la qualité de son armure, avait influencé aussi les possibles coups qu'il pouvait avoir de l'adversaire. Donc voilà. Donc tout ça aussi, tout ça est dépendant du fait que dans le fond, il faut que chaque soldat soit très très solidaire au combat. Donc faut pas fuir. Évidemment, sinon c'est pas très aidant. Puis les plus riches sont quand même mieux protégés avec leur armure. Évidemment aussi, il y avait des fois des cavaliers. Les cavaliers, il fallait avoir un cheval, donc payer pour l'entretien du cheval, avoir un cheval, avoir des assistants qui portent ton armure avec toi, parce que souvent les hoplites, c'est pas eux qui transportaient l'armure, parce que c'était très lourd, donc ils engageaient quelqu'un pour le faire. Donc voilà. Donc la santé est un atout majeur pour obtenir une efficacité optimale dans des affrontements. La bonne forme des soldats est indispensable à toute victoire. Tout bon stratège, donc les généraux de l'armée grecque, devait pourvoir son armée de médecins sur le champ de bataille, obtenir suffisamment de vivres et d'équipements pour les longs trajets et s'assurer un ravitaillement constant pour garder en forme son armée. Les conditions de vie étaient souvent bien difficiles pour les soldats et ses dirigeants. Leur logis était souvent plus que rudimentaire et les repas ainsi que l'eau manquaient souvent. Une armée adversaire pouvait se servir d'une arme sanitaire, comme le fait tout simplement de priver l'eau et la nourriture au camp ennemi. Il est évident que plusieurs facteurs pouvaient engendrer la propagation d'épidémies et causer des blessures graves, notamment sur les longues distances. Donc souvent, on va avoir des longs déplacements, donc des expéditions militaires qui aggravaient de manière considérable les conditions de vie des hommes. Donc, 2 grandes expéditions de l'Antiquité, dont je vais revenir à plusieurs reprises, c'est celle des 10 000 Grecs qui sont allés en Perse, qui avaient été engagés par Cyrus le Jeune, donc des mercenaires, pour attaquer son frère Artaxerxès, au 4e siècle avant Jésus-Christ, et la grande expédition d'Alexandre le Grand vers l'Orient, encore une fois, donc dans les alentours aussi du 3e siècle, 4e siècle, pardonnez-moi, et donc qui vont se rendre jusqu'aux limites connues de l'Orient par les Grecs, donc jusqu'au fleuve
l'Indus, le fleuve qui est encore là aujourd'hui d'ailleurs. Donc proche de l'Inde, excusez-moi. Donc, grosso modo, là, ces grandes expéditions, là, les soldats vont avoir parcouru près de 17 000 km à pied. Donc, c'est quand même considérable. L'une des conséquences de ces longues marches était bien sûr l'épuisement. Et ça, même si l'hoplite laissait le soin, comme je disais, à son gourjat, là, son espèce d'assistant, de transporter pour lui ce qu'il voulait pas transporter lui-même. Donc, l'un des soucis importants de tout soldat était l'état de santé de ses pieds. Les anciens portaient des sandales de cuir solide à semelles assez épaisses, mais lors des périodes de froid, parce que là, plus on avance vers l'Orient, plus le climat change. Et là, des fois, on est en montagne, donc il fait plus froid. Et comme nous le dit Xénophon, l'un des généraux qui est allé en Perse avec les 10 000 mercenaires lors de l'anabase, ben il nous explique que tout bon soldat doit constamment bouger ses pieds, sinon il va perdre ses orteils. C'est encore un bon conseil aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça qu'il y a ces temps-ci. Ça fonctionne toujours. En fait, on peut affirmer que les pieds pouvaient devenir un enjeu militaire. Une armée en marche continue est pour la majorité du temps un désastre médical puisqu'elle perd environ 3 à 4% de ses effectifs en épuisement. Des calculs récents ont démontré qu'à peu près 17% des troupes sont perdues suite à des blessures de routine. Donc, c'est vraiment dans le quotidien, en fait, les enjeux du quotidien qu'on va perdre le plus de soldats. Donc, il suffit de prendre l'exemple des troupes d'Alexandre lorsqu'il va, justement, quand il arrive au fameux fleuve de l'Indus. Ces soldats décident de ne plus continuer, ils retournent. Et pour revenir, en fait, il va diviser son armée en 3. Donc, une partie va venir par la mer, l'autre par le sol. Et là, dans le fond, ils vont passer par le désert de Gédrousie. Eh bien, ce fait à ce moment qu'Alexandre perdit le plus d'hommes. En fait, en 10 ans de combat, ce n'est pas vraiment au combat qu'il va perdre ses hommes, ça va être dans le désert, où, en fait, la faim, la soif et la malnutrition ont causé la mort de 6 000 soldats. Quand même. Oui, c'est ça, oui, quand même. Il ne faut pas oublier que la vermine, dont les poux et les puces, faisait aussi partie du quotidien. Plusieurs soldats devaient vivre avec des plaies importantes au niveau de la tête et des infections pouvaient s'infiltrer dans ces plaies-là. Et on connaît quelques personnages aussi qui ont été infestés de manière quand même assez grave puisqu'on a eu des traces dont Aristote et Platon. Donc c'est vraiment quand même des gens qui étaient quand même des intellectuels de l'Antiquité. Il faut aussi avoir des poux. Donc j'imagine que ça devait quand même assez généraliser à une bonne partie de la population. En réalité, l'hygiène des troupes devenait un enjeu capital. Lorsqu'une armée campait près des cours d'eau, par exemple, certains dangers pouvaient y survenir, dont une contamination de l'eau. Par exemple, lorsque les troupes, encore une fois d'Alexandre, toujours devant l'Indus, en 325 avant Jésus-Christ, il y a quelques personnes, il faisait quand même chaud, il faut se le dire. Il y a plusieurs soldats qui vont décider d'aller se baigner. Mais c'était pas vraiment une bonne idée puisque ils vont attraper une espèce d'affectation sur leur peau qui était soit parasitaire ou une réaction allergique. Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est que des fois, lorsqu'on se lave pas pendant plusieurs semaines, il y a comme une petite couche de souillure, là, de crasse qui se forme sur la peau. C'est une couche de protection. Exactement. Et lorsque ces soldats ont voulu faire une petite nage de plaisance, ben ils ont enlevé leur bouclier, donc ils ont contracté la gale. Ah. Et finalement, ben il y avait des médecins sur place et on leur a tout simplement mis de l'huile sur la peau et ça s'est réglé en fait pour une majorité d'entre eux. Ah, ben tant mieux, ouais. Au moins. Et bon, fait que morale de cette histoire, on ne se baigne pas n'importe où. Ensuite, donc, et aussi, là, je vais arriver dans les blessures, mais grosso modo, ce qui causait le plus de morts, en fait, sur les champs de bataille ou dans les transports, ça va être les maladies et les épidémies. Maintenant, on va se tourner sur les blessures en tant que telles. Donc, pour certains Grecs, la mort au combat était favorable, qu'à revenir en fait avec des blessures sur soi. Justement, les Spartiates préféraient assurément que leurs soldats laissent leur vie sur le champ de bataille au lieu de revenir en étant un vaincu. À ce sujet, Plutarque nous illustre bien cette perception de la mort héroïque dans son texte Vie d'Agéléas, où en fait il fait la description du retour des vaincus Spartiates suite à leur défaite lors de la bataille de l'Eutre, où en fait on peut lire... Excusez, je vais couper la citation parce que sinon... OK. Donc, que les proches des survivants, comme ils étaient en deuil, restaient au logis avec leurs femmes, et si l'un d'eux était forcé de sortir, on voyait à son attitude, à sa voix, à son regard qu'il était abattu et humilié. Donc, cet extrait montre bien qu'une attitude mitigée, voire honteuse, pouvait entourer le retour au combat vivant... le retour des vaincus du combat. En fait, près de 1000 Spartiates étaient décédés la veille, dont leur roi qui s'appelait Cléobrote.
Et dans le fond, on se rend compte que c'est pour certaines personnes, surtout comme je disais, ça change d'une cité à l'autre. Eh bien, le retour, des fois, c'est mieux vu en fait de mourir au combat. En fait, pour la période archaïque et la période classique, qui sont les périodes les plus anciennes, on se rend compte que la blessure, des fois, était aussi reliée à une punition divine. Donc, c'est l'abandon de l'aide des dieux. Donc, c'est un peu vu comme un tabou. Durant la période hellénistique, donc on se rappelle que la période hellénistique, ça commence avec l'expédition d'Alexandre, je le répète, vers l'Orient. En fait, on va avoir une évolution par rapport aux perceptions des blessures, puisqu'Alexandre va engager au fur et à mesure, plus on avance vers l'Orient, plus il va influencer les peuples soumis qui vont combattre pour lui et non contre lui. Donc, il va les engager, il va les payer pour ce faire. Et dans le fond, signe de bravoure va devenir les cicatrices. Donc, plus on a de cicatrices, plus on est de bons soldats, plus on représente en fait qu'on a une grande capacité à combattre. Donc, gage de vaillance. Et comme Plutarque le disait, un corps couvert de blessures révèle un bon soldat. Il y avait plusieurs types de blessures qui pouvaient survenir au combat. Donc, la plupart vont arriver dans le haut du corps. Comme je disais plus tôt, le bouclier protégeait quand même une bonne partie du corps. Et les plus fatales vont être celles aussi à la tête, au cou et au thorax. Donc, aussi, ce qui arrivait souvent, ça va être les atteintes par des flèches et des lances, évidemment. Les archers, c'est plus difficile parce qu'on les voyait souvent pas tout de suite avant qu'ils commencent à tirer les flèches. Donc, ce fut le cas notamment du père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine, qui, en fait, reçut une flèche dans l'œil. Puis, il a survécu à l'attaque. Il était fait fort, celui-là. Il va revenir, vous allez voir. Donc, il a reçu une flèche dans l'œil et puis finalement, il va juste devenir aveugle. On va enlever la flèche avec l'œil puis ça va régler le problème. Quand même. Oh ouais, on a de la résistance. Ça s'est pas infecté cette fois-là. Oui, c'est ça le problème, l'infection. Des fois, des petites blessures peuvent devenir très graves, en fait. Voilà. Sinon, on avait aussi en fait, on pouvait aussi recevoir beaucoup de projectiles, dont des pierres, là. Donc, souvent, les femmes et les vieillards qui vont rester dans les villes, même quand ils se font attaquer, mais leur seul moyen de défense, ça va être de lancer des pierres, t'sais. Donc, ce fut le cas d'un grand roi d'Épire qui rentrait dans la ville ennemie d'Argos, et c'est une vieille femme qui va lui lancer un bout de tuile sur la tête, ça va sectionner ses vertèbres, et il va mourir en se promenant dans la ville. Donc, les tuiles, les pavés, armes du peuple. Exactement. Maintenant, vu que je vois le temps qui défile, on va se lancer vers la fin déjà. Donc, évidemment, il y a quand même eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de conséquences démographiques qui devaient peser lourd sur les cités, et on voyait une partie considérable des hommes qui devaient être infirmes ou handicapés. Et là, la question se pose, comment on gérait cette population infirme? On a l'exemple des Athéniens qui, en fait, eux, avaient mis en place un système d'allocation pour les invalides, donc ils revenaient de la guerre. Donc la cité avait pris en charge ces vétérans. Oui, c'est quand même très tôt, hein. Oui, c'est ça. On pense que c'est super récent, mais non, hein. Non, les Athéniens étaient particulièrement toujours en guerre, mais oui, c'est sûr que, d'après moi, il y avait beaucoup de blessés, là, qui revenaient, mais oui, c'est très intéressant. Et sinon, là, dans toutes les autres cités, ce qu'on sait à coup sûr, c'est que les familles prenaient, eux, en charge les invalides de guerre ou les vétérans. Toutefois, les veuves, elles, ne recevaient aucun support. Elles perdaient leur tuteur, leur mari. Elles devaient soit se remarier ou redevenaient sous la tutelle de leur père. Ensuite, voilà, Évidemment, les conditions de vie de ces vétérans étaient inévitablement reliées soit à leur statut social, à leur fortune ou à la nature de leur handicap, puisque de retour dans la cité, finalement, ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus vraiment défendre la cité aussi, donc ça devenait un peu difficile à gérer. Ils perdaient un peu de leur prestige social aussi. Ouais, du rôle, en fait, qu'un citoyen ou qu'un membre d'une cité pouvait avoir. Donc, finalement, même si la société grecque de l'Antiquité promouvait sans cesse l'idéal d'un esprit saint dans un corps saint, du kalos kagatos, du héros grec, on peut émettre l'hypothèse qu'il devait y avoir un nombre considérable d'infirmes et d'estropiés au sein des cités grecques. En fait, une partie de la population a certainement été touchée soit par les épidémies ou des blessures mal guéries ou des blessures graves, amputations, suite au combat. Cette situation est néanmoins sous-représentée dans les sources iconographiques et littéraires. Donc, j'ai pas vu beaucoup de statues avec des handicapés, là. Ben, moi, j'en vois tout le temps, tu sais. Ils ont plus de bras, ils manquent une jambe, un bout de tête. Je trouve que c'est pas mal représentatif. T'as raison. C'est le temps qui montre la représentativité, finalement. Donc, grosso modo, peut-être est-ce une facette de la guerre que les Grecs voulaient cacher de leur gloire, de leur défaite ou tout simplement de leur mémoire.
Ah, ben oui. Donc, c'était pas très glorieux, fait qu'il en parlait pas. Essayez de pas en parler. Puis j'imagine aussi qu'il y a de plus en plus de blessures là, différentes selon les armes qui vont changer. Là, parce que quand même, tu parles de plusieurs siècles en ce moment. Oui, on parle de quand même 3 grandes périodes. En fait, ce qui a été démontré, c'est que non, finalement, parce que dans le fond, les évolutions au niveau des armes ça va être plutôt au niveau de la longueur de la lance, ça va être plus au niveau des tactiques, la cavalerie va embarquer, mais ça sera pas au niveau même si les armes en fait deviennent plus longues, un peu plus fortes, ça va faire les mêmes blessures, peut-être un peu plus profondes, mais c'est pas ça qui va changer la donne là, pour donc il y aura le monde pas plus de morts. C'est vraiment l'arme à feu qui vient tout changer. L'arme à feu, oui, ou les bottes. Les bottes aussi. Pour les pieds, là, faut quand même bouger les orteils dans les bottes, je pense. Ouais, les sandales, t'as même pas de bottes. Ouais, c'est ça en plus. Donc, ben merci beaucoup Isabelle pour cette chronique. J'espère que tu vas venir plus souvent à la session prochaine. On va essayer. Et comme même moi, pas de pression. Donc Valérie, on va aller en musique. Ouais, j'ai sorti un album des Boulamites que vous connaissez peut-être pas. C'est un groupe qui s'appelle Villemort Blues Band. Oh. Villemort, c'est un petit quartier entre le canal Lachine et Verdun où j'ai eu la chance de résider, qui s'est appelé Villemort pendant comme 1 an, de 1900 à 1901. Donc en 1973, il y a une vingtaine de musiciens qui se sont regroupés en coopérative de musique, avec pour quartier général un studio dans le quartier de Villemort de Montréal. La Gazette de 1979 le définissait comme le catalyseur de la révolution rock du Québec au milieu des années 70. Donc voilà, on va écouter le Villemort Blues.
De retour à Histoire de passer le temps. Sean, avec Maud Savaria au micro. On va commencer tout de suite avec Sean, vu qu'il est prêt et bien dans la caméra, j'espère. Oui, donc Sean, tu nous parles des orientations sexuelles comme un concept relativement nouveau. Oui, donc après avoir parlé de la guerre et du corps des soldats, quoi de mieux que de parler de sexualité? C'est dans ma tête, il y a un lien. Donc j'aimerais commencer avec une sympathique anecdote. Donc on est le 7 mai 1892 et un article paraît dans un journal médical de Chicago où le docteur James Kiernan est un des premiers à employer le mot hétérosexualité aux États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour lui, l'hétérosexualité, c'est une maladie, mais sympathie. L'hétérosexuel est incapable de contrôler ses pulsions envers le sexe opposé et envers le même sexe. Et l'anecdote, donc, ça peut peut-être sembler inconcevable, tant l'idée d'orientation sexuelle nous paraît aujourd'hui naturelle et immuable, mais cette notion-là a une histoire lente et difficile. Homo hétéros vont longtemps être au centre de définitions, excusez-moi, compétitive ou contradictoire. Et puis, un bon moyen d'étudier ce phénomène-là au Québec et l'ancrage encore plus lent de ces idées dans la société en général, c'est de regarder comment les journaux de l'époque décrivent les scandales sexuels. Donc, pour commencer, par contre, on pourrait peut-être parler d'où vient l'idée d'orientation elle-même, ce qui est une idée qui émerge avec la psychologie, la sexologie à la toute fin du 19e siècle. Et avant ça, donc, plutôt au 19e siècle et avant, le régime sexuel dominant plaçait vraiment l'accent sur la famille et la procréation en contexte marital, au sein du mariage. L'acte entre un homme et une femme était pas compris par l'entremise du concept d'orientation sexuelle. Ce qui distinguait le normal de la normale, c'était pas de savoir si les partenaires étaient de même sexe ou non, mais bien s'ils étaient engagés dans des relations sexuelles qui menaient à la procréation ou non au sein du mariage. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'émerge l'idée d'un instinct sexuel inné ancré en nous. Les termes d'hétéro et homo vont être inventés en 1869, quand même assez récent, par Karl Maria Kertbeny et vont vraiment longtemps peiner à s'affirmer face à d'autres appellations compétitives comme dioniste, tiré du banquet de Platon d'ailleurs. Et celui qui va vraiment faire le plus pour populariser l'emploi de ces termes-là, puis alimenter la réflexion sur la notion d'instinct sexuel dans les cercles médicaux, c'est Richard von Krafft-Ebing, qui va publier en 1886 Psychopathia Sexualis. Mais par contre, pour lui, Ebing, un seul instinct sexuel existe. Il n'y en a pas deux. Le seul instinct est procréatif et une déviance n'est perçue que si les pratiques sexuelles d'une personne s'en éloignent. Donc, partenaires de même sexe, la sodomie entre un homme et une femme, la masturbation, la fellation, tout ça c'est déviant, mais ce n'est pas dit encore une fois. Et c'est donc que très lentement, via ses recherches, mais aussi celles de Westphal, Ulrich et Havelock Ellis, que l'idée d'hétérosexualité va prendre forme et vraiment qu'avec les travaux de Sigmund Freud au cours des années 1910 que cette idée-là va devenir dominante dans les cercles médicaux même. Freud va récupérer le concept d'instinct sexuel tel qu'articulé par ses prédécesseurs, mais va y opérer une transformation qui va être essentielle. Pour lui, c'est désormais le plaisir, non plus la procréation, que l'instinct sexuel cherche. Donc, si on veut, Freud va vraiment créer les bases de l'idée d'un instinct sexuel guidé par nos préférences personnelles, par ce qui nous satisfait sexuellement, qui est le moteur de notre instinct sexuel. C'est quand même révolutionnaire à l'époque. Et pour l'homosexualité, le mot, encore une fois, inventé en 1869 par Kertbeny, dans une lettre à son ami Karl Ulrich, et les deux militaient en Autriche-Hongrie, ce qui allait devenir l'Allemagne, pour la décriminalisation des actes sexuels entre hommes. Donc, c'était un truc militant. Ulrich distinguait les uranistes, qui possédaient un désir féminin ancré dans un corps d'homme, des uréniades, qui possédaient un désir masculin ancré dans un corps féminin. Et restaient par contre pour Ulrich et Kertbeny des enfants de la nature et injustement réprimés. Westphal, ensuite un autre sexologue, récupère cette idée-là d'inversion sexuelle, donc de désir inverti, en 1870, mais va décrire ça comme une maladie, un mal inné et curable. Et c'est encore une fois Krafft-Ebing qui va répandre l'usage homo-hétéro avec la publication de Psychopathia Sexualis qui va être traduit en anglais en 1891.
Et cette compréhension-là, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours construite en dialogue, parfois même conflictuel avec d'autres professionnels. Par exemple, encore une fois, pour Freud, l'homosexualité n'est pas le résultat d'une psychopathie, d'une maladie, mais vraiment de l'arrêt du développement de l'instinct sexuel humain, bloqué au stade de l'auto-érotisme vers une espèce de cheminement vers l'hétérosexualité, donc le désir du sexe opposé. Le but ultime serait l'hétérosexualité. Voilà. Ah, ben, donc, Freud, hein? Moi, je l'aime beaucoup, Freud. Vous lisez du sarcasme. Ouais. Donc, toutes ces idées-là, par contre, sont d'abord circonscrites à des cercles médicaux vraiment restreints et vont vraiment prendre du temps à se répandre dans le reste de la société. D'ailleurs, au Québec, les médecins vont être longtemps très réticents à cette idée d'instinct sexuel déviant ancré dans la biologie et vont préférer voir chez les homosexuels l'influence d'une dégénération sociale. Et en ce sens-là, ils vont vraiment participer au discours ambiant des années 1890-1910, discours moral et religieux du mouvement réformiste de pureté sociale qui était vraiment attaché à l'idéal procréatif. Et c'est vraiment qu'au cours des années 1920 que le concept de deux orientations opposées va vraiment quitter les cercles médicaux pour s'imposer tranquillement dans les discussions des classes aisées et moyennes. Et dans certains cas, il va même falloir entendre plus tard au 20e siècle, donc 1930 même pour que les termes apparaissent dans les dictionnaires, 1940-50 pour que les idées se répandent dans les journaux, les magazines et l'ensemble des mentalités populaires. Et donc, pour soutenir ça, ici, par exemple, j'ai deux exemples tirés de la presse québécoise. Donc, en 1895, très tôt, l'écrivain britannique Oscar Wilde subit à Londres 2 procès pour grossière indécence. Déclaré coupable, il va écoper d'une peine d'emprisonnement de 2 ans avec travaux forcés. Il va être libéré en 1897 et mourir à Paris 30 novembre 1900. Il y a un film qui sort là-dessus, d'ailleurs, bientôt, j'ai hâte. Ces procès vont être parmi les plus médiatisés de leur temps et leur écho atteignent donc le Québec. Et Wilde, dans ces journaux-là, est présenté premièrement comme un efféminé. C'est un littérateur indolent, incapable d'occuper un emploi stable et productif, et Wilde incarne l'antithèse de l'homme viril qui travaille. Pour le journal montréalais La Patrie, c'est l'antithèse de ceux qui mènent une vie correcte, paient leur billet à échéance, leur loyer le jour du terme et exigent des autres la même exactitude, une vie palpitante comme vous pouvez le constater. Wow. C'est mon opinion personnelle, pas vraiment. Et donc Wilde est aussi efféminé parce qu'il est un esthète, il aime la mode, c'est un dandy qui aime revêtir des vestes de velours extravagantes. Moi je vois aucun problème là-dedans, mais La Patrie, elle, l'accuse de participer à la féminisation des soins de toilette pour hommes qui s'apparente, attention, à la tendance des femmes à adopter le costume masculin. À un moment donné, ils vont même se couper les cheveux courts si on fait pas attention, t'imagines? C'est scandaleux. Ensuite, Oscar Wilde est surtout immoral. Il aime la culture gréco-romaine, a des mœurs impures et païennes, et a tenté, au nom de l'art et de la poésie, et ça c'est une autre citation de La Patrie, réhabiliter les vices de l'Antiquité. Alors, l'Antiquité, c'est rempli de vices, hein, Isabelle? Ah oui, oui. Beaucoup de pédérastes, d'ailleurs. Et donc, Wilde est d'ailleurs présenté comme un pédéraste à l'antique. Le Quebec Morning Chronicle dit que ce n'est pas un compagnon désirable pour la jeunesse et que les lettres qu'il envoyait à ses jeunes amants étaient pires que du poison pour leur esprit. Mais ses jeunes amants étaient majeurs. Ah oui. Mais plus jeune que lui. Oui. Donc on a Lord Alfred Douglas qui était un de ses amants et les garçons de rue qu'il fréquentait, je crois qu'ils étaient majeurs. Ben, on ne sait pas vraiment si c'est des donc, garçons. Peut-être 18 ans. Mais il y avait beaucoup de garçons de rue. La puberté n'avait pas la même définition. Je pense que 14 ans, t'étais majeur. T'étais considéré... Et les garçons de rue, par contre, à environ 16-18 ans. Donc, ceux qui ont témoigné au procès, là. Donc, ils étaient... quand même mais c'est fin 19e, il y a quand même une âge là, à la majorité quand même. Ouais. Puis il y a pas une âge de majorité sexuelle, mais une âge de majorité différente. Légale. Et il y a aussi la question de quand la puberté arrive avec le type de diète que tu as, les influences, tout ça. Donc, la puberté peut venir même plus tard. Jusqu'à tout récemment même. Et donc, vraiment, dans tous ces discours-là, on peut voir que c'est l'efféminement, la honte, l'immoralité qui dominent le discours. Alors que vraiment,
la maladie, la pathologie sont vraiment absents en 1895, ce qui est pas si surprenant puisque donc Piscopatia sexualiste est traduit seulement en anglais en 1891 et frappé de censure assez tôt. Donc il y a ça qui joue. Et pour la presse de l'époque, ce qui est important par contre, c'est que Wilde et ses semblables est surtout le résultat d'une dégénérescence morale. Sa dégénérescence n'est pas le ressort de la médecine, mais le résultat d'un choix d'un processus, et je cite, Wilde posait pour le vice résolu, raisonné, prémédité. Le vice et le choix du vice et la corruption de la jeunesse demeurent vraiment les thèmes centraux dans la presse encore 13 ans plus tard, en 1908, lorsqu'un scandale sexuel éclate à Montréal. Et ça, c'est un scandale qui a été mis au jour par les recherches de plusieurs historiens professionnels amateurs des archives gays de Montréal. Ça vous intéresse? On a toujours besoin de volontaires aux archives gays, si ça vous intéresse. Donc, à l'automne 1908, la police découvre et démantèle un club privé tenu par le bon docteur Geoffrion sur la rue Sainte-Catherine-Est, toujours été un hotspot, la rue Sainte-Catherine-Est. Ouais, Sainte-Catherine, ouais, c'est ça. Où des hommes se rencontraient régulièrement pour socialiser et avoir des contacts vraiment sexuels. Donc derrière un drap tendu à l'arrière de l'appartement, c'est une espèce de backroom d'époque, si vous voulez. C'est là que ça se passait. Donc c'était pas un bon club non mix pour hommes. Hein? Non, non, pas vraiment. Puis puisque des garçons de rue, encore une fois, se retrouvent impliqués dans l'histoire, donc des garçons qui échangent des faveurs sexuelles contre des cigarettes, des billets de métro, des trucs comme ça. C'est vraiment donc le discours sur la corruption de la jeunesse qui domine et qui annonce vraiment les liens faits par la presse plus tard entre pédophilie et homosexualité, comme on va vraiment le voir émerger dans les journaux jaunes dans les années 1940-50 au Québec. Et dans ce cas, il n'y a qu'une seule brève mention de dégénérescence dans le journal La Presse, une dégénérescence de Geoffrion qui permet d'associer, mais vraiment de façon très superficielle, le discours médiatique avec le discours médical. Et donc rapidement, pour conclure, ça va? Il me reste 30 secondes. Ces deux articles donc permettent d'illustrer quoi? Donc, premièrement, via leur discours, la perception populaire de l'homosexualité entre 1895 et les années donc 1910-1920 et révèlent d'une part donc la courte pointe d'attributs associée à l'homosexualité, l'instabilité de ce concept-là dans les mentalités, et offre vraiment l'opportunité de voir son affirmation tardive dans la société en général. Sans rejeter donc l'existence sans nous de désirs particuliers, c'est pas le travail de l'historien, je crois vraiment. Ça nous permet vraiment de diversifier le passé sexuel, de le sortir d'une hégémonie hétéronormative, puis vraiment de nous questionner sur la prétendue stabilité et immuabilité de nos conceptions actuelles et pour ouvrir le débat peut-être vers une autre chronique, si on me jette pas de pierre d'ici la fin, ça nous questionner aussi sur vraiment cette sexualité, l'image de la sexualité que nous avons, qui est vraiment occidentale, qui participe donc à d'autres enjeux comme la colonisation, par exemple. Et voilà. On a très hâte à ta prochaine chronique. Merci beaucoup. Oui. Puis une autre idée de chronique, ça pourrait être de parler un peu des femmes lesbiennes. Parce que c'est sûr que là, on n'en entend pas parler, puis on comprend pourquoi. Hein. C'est les hommes qui faisaient les journaux, c'est la sexualité des hommes qui choquait, mais c'est vrai que c'est pas... ils sont toujours très visibles, les lesbiennes. Mais on va aller en musique, puis on va en parler une autre fois. Oui, parce que la visibilité lesbienne dans les sources est vraiment importante. Oui. Donc, Valérie, en musique? Oui, dans la même lignée du Villemort Blues Band. En fait, le Villemort Blues Band a été créé à partir d'un autre band qui s'appelait Contraction. Donc, c'est un groupe né de la collaboration de jeunes musiciens montréalais, encore une fois, avec le compositeur français Franck Dervieux, qui était chef d'orchestre pour Jean-Pierre Ferland à l'époque. Alors, on écoute la chanson Sainte Mélanie Blues. Un camion blanc, je ferai rouler dans le sable, enfoui sous mon
réchauffer. Je ferai poser une grande oreille. À gauche, à place du miroir. Bienvenue à Histoire de passer le temps, de retour en studio avec Maude Savaria au micro. Et pour terminer, nous allons aller à la chronique avec Marie-Lou Tanguay qui va nous parler de l'injonction à l'épilation féminine. Donc Marie-Lou, est-ce que tu traces? T'es pas polie, Maude. Non, en effet, hein. Non, c'était une blague. Voyons, je te demanderais jamais ça. C'est très déplacé, mais on te l'a demandé cette semaine. Donc, ton sujet est peut-être plus controversé que ce qui paraît. Effectivement, j'ai vu tout le tabou entourant l'épilation quand j'ai publicisé le fait de m'y intéresser aujourd'hui dans ma chronique. Donc, je suis super contente d'avoir cette opportunité de vous parler quand même de pilosité féminine ou du poil. Il y a plusieurs questions qui peuvent émaner de ce sujet-là. On s'est peut-être tous déjà demandé est-ce qu'avant on s'épilait, comment on s'épilait. Donc je vais aborder cette question-là, mais je vais surtout aborder la dimension de la censure et des discours qui, justement, comme tu l'as dit, là, poussent les femmes à s'épiler de manière standardisée. Je tiens à préciser que je suis totalement consciente que le poil réfère tant aux cheveux qu'au poil sur le corps. Mais aujourd'hui, je vais aborder plutôt le poil féminin. Je suis aussi... Les coiffures pourraient être toute une autre ça ferait une belle chronique aussi. Donc, parce que même si biologiquement, les deux se rejoignent, symboliquement et culturellement, ils sont pas similaires et ils ne sont surtout pas reçus de la même manière. Les poils, justement, sont pas seulement donc une production filiforme de l'épiderme. Ils sont aussi un élément métaphorique et symbolique, assumé ou non, signe de notre culture et notre sexualité. Dans l'ouvrage de référence en histoire du poil, Histoire du poil, du même nom, de Marie-France Ozépi et Joël Cornette, il est fait montre que le contrôle du poil touche tant les hommes que les femmes, mais selon différents paramètres et aussi pas la même intensité, que ce soit tant pour les femmes, là, que c'est pas la même intensité, que ce soit tant en Occident qu'en Orient. Donc, en effet, est majoritairement attendu d'une femme de présenter une chevelure longue, soyeuse, mais d'élaborer des jambes lisses, dénuées de tout poil. Le geste anodin, parfois quotidien, intégré à notre routine ou non, l'épilation, signe manifeste que les poils sur les femmes doivent partir. Or, cette propension à s'épiler a une historicité que je vais aborder avec vous aujourd'hui. On l'a dit un peu avec Maude, le parler d'épilation, ça fait, ça peut susciter des réflexions assez intenses avec notre entourage, mais aussi ça se manifeste pour moi quand j'ai voulu me questionner, me pencher sur ça dans l'étude, parce que comme je l'ai dit, l'histoire du poil montre que c'est beaucoup plus les femmes qu'on contrôle justement par l'obligation du poil, mais il y a pratiquement aucun chapitre qui parle des femmes dans le livre. Donc c'est quand même un symptôme symptomatique. Dans l'anthologie de l'histoire du poil. On parle pas vraiment des poils féminins. Il y a une femme qui s'appelle Karine Lesnick-Oberstein qui a voulu publier justement une espèce d'histoire du poil féminin. Puis elle a écrit que ça y a pris 40 envois à des éditeurs, éditrices avant de faire accepter son manuscrit. On lui disait d'envoyer ça à des magazines féminins. Donc c'est quand même assez une autre manifestation probante de la question du tabou entourant. Donc pour faire simple en fait, donc le poil, là, je vais juste faire une petite chronologie un petit peu là rapide de l'histoire de l'épilation.
si pour aujourd'hui, ça nous semble quand même là, le discours dominant, ça fait quand même très longtemps qu'on impose aux femmes de s'épiler. On trouve des traces d'élimination de poils depuis la préhistoire, là, mais surtout celles qu'on peut étudier plus sont à partir de l'Antiquité. On prenait parfois des pinces déjà à l'Antiquité, donc voie mécanique, mais avec des concoctions aussi qui me semblent assez douteuses, donc dignes d'un cours de potion à Poudlard, du sang d'animaux, de la carapace de tortue, graisse d'hippopotame, donc très attrayant, alléchant, donc un peu comme une cire, là, on se mettait, les femmes devaient se mettre ça sur les parties à épiler. À Rome, il y a même des esclaves qui étaient dédiés à l'épilation des dames, donc il y a quand même une job temps plein, paraît, avec une pince. Une expertise complète. Là. Une expertise complète. complète. À la pince en plus. Exactement, ça devait être vraiment pas du tout agréable. Au Moyen-Âge, la mode commande aussi à certaines femmes de s'épiler, notamment là, à partir de la Renaissance, là, au niveau du front. Donc, on recule notre front pour avoir un front proéminent. Il y a la dimension de la classe sociale qui est vraiment importante à comprendre par l'épilation. Donc, que ce soit en Antiquité, au Moyen-Âge, donc on veut signifier une espèce de couche d'appartenance à une classe sociale. Le poil apparaît impur. Donc, c'est vraiment le discours qui est là. Puis en plus, si tu as le temps de t'enlever ton poil et l'argent pour le faire, tu dois être d'une classe élevée. Exactement, mais ça coûte pas tant cher du sang de bœuf, non. Donc, encore moins cher, la firme de chat mêlée au vinaigre, un autre de mes petites recettes un gros préférées. wash. C'est dégueulasse. J'ai de la misère à vider la tienne de mon chat. Donc, imaginez-vous de mettre ça sur vos jambes. Donc, à partir de cette époque-là, là, on va vraiment avoir une virilisation qui est associée au poil. Et donc, on va... si l'épilation était un peu présente quand même pour certaines couches sociales, à partir du 20e siècle, ça va vraiment chercher à se standardiser, à aller toucher toutes les couches de la population. Donc, les femmes sont invitées à s'épiler les zones visibles à partir au début du 20e siècle, donc bras, cou, visage, donc ces zones qu'on voit. On le voit par des encarts publicitaires dont j'ai mis pour ma chronique, là, il va y avoir des poils, des crèmes épilatoires pour enlever le poil. Ça date du début du 20e siècle. Les poils follets. Les poils follets disgracieux. Donc, on voit des scènes, justement, là, des crèmes épilatoires qui apparaissent. En 1915, Gillette en profite pour lancer son premier rasoir féminin. Donc, ça va avec la publicité, on s'entend, une femme peut aussi bien utiliser un rasoir pour homme, mais on va justement mousser avec notamment, là, je vais en parler tantôt, mais les pages féminines qui apparaissent à peu près à cette époque-là vont mousser les ventes de ces produits-là. Donc, ça va aussi avec, à mesure que les robes raccourcissent, qu'on s'enlève un peu de couches, on s'enlève aussi des poils, parce qu'on commence à dire que c'est pas propre. Donc, le discours, l'importance de l'hygiène à ce moment-là prend de l'importance. Donc, on va commencer à enlever nos poils. Donc, de nouvelles zones sont touchées. Les aisselles et les jambes et plus tard justement le pubis. En effet, ben, l'imposition l'injonction plutôt à l'épilation est jamais vraiment dit. Là. On va pas dire toi tu vas t'épiler, mais ce qu'on va comprendre, donc c'est un discours plus diffus, mais on va par les représentations la publicité et tout, on va vraiment imposer ça aux femmes de manière assez on n'en verra concrète. pas souvent du poil, fait qu'on va pas trouver ça normal d'en avoir sur nous. Exactement. Donc, c'est vraiment, justement, là, important de le mentionner que ça touche toutes les couches de la société. Et puis, on utilise tant la cire, maintenant le rasoir, les crèmes, mais plus récemment, c'est important de le mentionner, c'est un gros tournant, la façon de s'épiler, maintenant permanente aussi, qui est très chère, là, plusieurs milliers de dollars. Donc, ça va être aussi intégré dans le quotidien de certaines femmes. Mais donc, les traitements électriques, c'est début du 20e siècle, par exemple. Là, on en parle oui, dans les pages féminines, mais ça devient plus justement, de plus en plus spécialisé. Exactement, parce que oui, j'ai trouvé des annonces de ces technologies-là dans les années 60, donc c'est pas récent, mais ça va être plus accessible de manière récemment. Donc, il y a quand même une dimension intersectionnelle importante
parce que c'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est très cher. Puis, il y a aussi des études féministes récentes qui abordent la question de la pilosité d'une perspective, justement, intersectionnelle, parce qu'on n'a pas, selon la culture, selon l'ethnicité d'une personne, on n'a pas la même pilosité. Donc, d'arrêter de dire je m'épile parce que je cadre pas avec une norme qui n'est pas biologique, qui est vraiment culturelle. Et donc, même quand les femmes ont du poil sur elles, on va, par exemple, dans les périodes que j'ai précédemment évoquées, on va quand même pas le montrer. Donc, ça peut comme jouer un peu sur notre perspective parce qu'on le voit pas, ce poil-là. Il est censuré. C'est pas qu'il est pas présent sur le corps des femmes. Par exemple, à l'Antiquité, quand on fait une statue, là, c'est vraiment que c'est censuré. Puis, c'est quand même une censure qui est quand même assez codifiée. Là, je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, par exemple, en sculpture, dès la période grecque, le poil ainsi que le sexe des femmes, plus largement, ils sont pas représentés. À contrario, les poils masculins vont, quant à eux, être représentés. Au 19e siècle, par exemple, on demandait aux peintres d'idéaliser leur modèle féminin en lissant leur corps, harmonisant leur forme et en masquant leur sexe aussi. Donc, c'est une tendance qui se maintient. On idéalisait la charge érotique retenue du tableau. Un point tournant, l'origine du monde de Gustave Courbet dès 1886 qui va montrer frontalement le sexe d'une femme avec des poils. Le poil, comme le dit la chercheuse Marie-France Ozépi, c'est vraiment participe à la sexualisation de ce tableau. Donc, elle dit sans le poil, ce tableau-là serait pas du tout, serait pas autant tabou. Tellement tabou que la première fois qu'il va être affiché, exposé au musée d'Orsay, c'est en 1995. Donc, quand même beaucoup plus tard. Et c'est une censure, comme je le disais, qui est codifiée. C'est pas juste parce que, tu sais, c'est un peu la norme de pas représenter le poil. Il y a vraiment des lois qui sont là pour justement pénaliser de manière monétaire ceux qui dérogent à cette loi-là. Les artistes qui dérogeraient à cette loi. Pas juste les artistes, parce que justement que j'énumérerai pas la loi là, c'est quand même assez long là, c'est la loi française 200, l'article 283 du Code pénal qui réprimait l'outrage aux bonnes mœurs, comprenait dans l'idée de représentation des poils, donc prohibait cette représentation des poils féminins. Sera puni d'un emprisonnement et d'un mois à 2 ans, selon l'outrage. Et quand même de 300 francs. 360 francs à 30 000 francs. Donc. Est-ce que ça dépend du nombre de poils? Ou? Sûrement. Si tu montes juste une petite jambe, c'est correct, peut-être, je sais pas. Ou de l'audience. Mais pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment que tu prennes une photo d'une femme, que tu la distribues, que tu l'exposes. Donc, c'est pas juste l'artiste, ça peut être les magasins. Donc, il y a l'historien, justement, là, de la censure, Bernard Joubert, va dire que même si, tu sais, c'est pas mentionné explicitement dans la loi que les poils féminins sont inclus, c'était passif. Donc, il y a des personnes qui se sont faites qui ont reçu une amende pour ça. C'est juste même si la loi est assouplie en 74, elle va être totalement abolie quand même en 94. Donc, c'est quand même récent. Il y a le code Hays en 1930 dans Hollywood qui va aussi, tu sais, c'est pas juste européen, c'est aussi aux États-Unis, on va prohiber... Ouais, au cinéma, on va prohiber justement la monstration des organes génitaux féminins, mais aussi des poils. Donc quand même, là, c'est assez répandu. Ce qui a encore un impact aujourd'hui parce que c'est encore rare, même s'il n'y a pas cette loi-là. Exactement. Et aussi, dans les médias, c'est une question qui m'a quand même beaucoup plus interpellée par mon sujet d'étude. J'ai vu beaucoup de mentions dans les pages féminines sur des annonces dédiées à enlever les produits épilatoires ou les compagnies qui offraient ce service-là aux femmes, donc même au Québec. Ça montre que les femmes sont vraiment ciblées comme consommatrices. C'est pas surprenant parce que on s'entend qu'une femme qui enlève les poils, ça rapporte beaucoup plus à l'industrie qu'une femme qui les garde. Mais aussi dans ce discours de censure, de imposer une norme, c'est quand même bien présent dans les représentations. Quand on regarde, par exemple, dans les magazines, que ce soit des magazines même pornographiques dans les années 50, 60, il y a des études qui montrent que c'était interdit de montrer le sexe féminin. Donc, on mettait de l'espèce de gommette beige pour cacher les formes du sexe féminin. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que
le poil a cette capacité de cacher le sexe féminin, mais on veut cacher aussi le poil. Donc, on préfère vraiment mettre une gommette que de montrer le poil. Donc, on s'auto-censure pour pas être censuré. C'est ça l'idée. Donc, ça peut être par une feuille de vigne aussi, ou encore une main brillamment Ou comme disposée. Barbie. Exactement. Donc, si le poil n'est pas montré, les publicités faisaient beaucoup l'apologie dans les médias. Puis récemment, on le voit beaucoup plus avec, tu sais, la publicité, la télévision, c'est un autre média qui... Le paroxysme de la censure du poil, c'est quand même de me vendre un rasoir quand tu te passes le rasoir sur la jambe imberbe. Je veux dire, c'est quand même, ça fait état de à quel point même aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tabou, qui est censuré. Donc, mesdames, la prochaine fois que vous vous rasez, pensez quand même qu'il y a une belle petite histoire derrière ce geste. Puis justement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il y a de plus en plus de compagnies qui vont remettre en question l'imposition, même des compagnies de rasoirs qui disent si vous désirez, nous on est là, mais on n'impose pas. Donc, c'est quand même une réflexion qui me semble intéressante à avoir. Il y a aussi sur les réseaux sociaux un gros mouvement de femmes dans les dernières années qui se prennent en photo justement avec leur poil. C'est moins dans le mainstream, mettons. Exact. Tu sais, avec le hashtag mes poils. Oui, on partageait notre chronique quand même. Quand même. Yeah, on est en France maintenant. Mes poils, c'est au Québec, puis en France, c'est oui, il y en a. Tous mes poils. Mais ils ont partagé. Ouais. J'ai oublié le nom de la page. Je suis vraiment désolée aux auditrices françaises. Mais il y a cette page-là qui a pu. Écrivez-nous si vous voulez avoir la page française. On va la retrouver puis on va l'écrire. Puis écoutez-nous les Françaises. On est contents. Donc oui, super chronique Marie-Lou. Puis aussi on précise le choix de s'épiler. Donc oui, il y a beaucoup plus de pression sur les femmes pour s'épiler, mais les hommes aussi, si vous avez le goût de vous épiler, vous avez le droit. Et vous n'avez pas à avoir de honte de ça. Puis voilà. Super. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir reçu aujourd'hui. Et shout-out à Valérie pour ses historio-musiques. Je voulais te dire ça tantôt, puis j'ai oublié. Donc, j'adore ce nouveau concept. On devrait faire ça à chaque semaine. Donc, voilà. C'était tout pour Histoire de passer le temps. Aimez notre page Facebook. Et écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca, en balado, diffusion sur iTunes ou sur Spotify. Bonne soirée!